troisième participante. Je vous présente Coralie Leboeuf, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur, donc rattachée au laboratoire interdisciplinaire Récit, Culture et Société. Elle est spécialisée dans le domaine des gender et des fan studies. Sa thèse porte sur le dispositif de genre au prisme de la narration transmédia dans le cadre de l'univers Heroic Fantasy de J.K. Rowling, donc sous la direction de la professeure Marie-Joseph Bertini. Ces travaux ont pour objectif de mettre en exergue les représentations de genre mobilisées par la franchise officielle et les enjeux de réception et de réappropriation de la culture fan à travers les fanfictions, les vidéos amateurs et le vidding. Donc, auteure de mémoire de recherche sur les représentations féminines dans les séries américaines. Elle a publié 3 articles au sein des cahiers des jeunes. Donc, elle va nous présenter une communication qui s'intitule « Les pratiques créatives ont-elles le pouvoir de déconstruire les normes de genre? Le cas des fanfictions Harry Potter ». Donc, Coralie, vous pouvez y aller. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon PowerPoint. Dites-moi si c'est bon pour tout le monde. Déjà, je tenais à remercier bien sûr donc, les organisatrices de ce colloque qui m'ont permis d'intervenir aujourd'hui et de nous réunir autour de ces thèmes vraiment passionnants et en lien avec mon sujet de recherche. Et bien sûr au public d'être au rendez-vous et de nous écouter, d'être aussi nombreux et nombreuses à nous écouter. Voilà, donc je vais aujourd'hui parler du thème suivant. Les pratiques créatives ont-elles le pouvoir de déconstruire les normes de genre, avec le cas des fanfictions Harry Potter. Donc, l'heptalogie Harry Potter a été rédigée par la romancière britannique Joanne Rowling et elle a marqué une génération de lecteurs et de lectrices à l'échelle mondiale, puisque plus de 23 ans après la sortie française du premier tome, la saga continue toujours à influencer un public toujours plus large à mesure qu'elle s'étend sur une multiplicité de supports médiatiques. Donc cet univers de fantasy fait preuve, sous certains aspects, bien sûr, nous y reviendrons après, d'une action transformatrice sur le monde en popularisant progressivement l'affranchissement de schémas narratifs plutôt stéréotypiques associés aux filles et aux garçons au sein de la littérature de l'imaginaire. Cependant, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une heptalogie féministe parce qu'on ne va pas promouvoir l'égalité des sexes et ni une société plutôt idéaliste ou idéalisée. C'est plutôt du côté de la réception et de la réappropriation de l'œuvre, notamment sous forme de contenu appelé fanfiction, que se situent réellement les possibilités donc, de subvertir les normes de genre. Alors, les fanfictions, ce sont des récits amateurs qui viennent prolonger ou transformer un produit médiatique et ça va permettre de remettre en question donc, les rôles plutôt assignés historiquement aux hommes et aux femmes et de manière à les hiérarchiser. Alors, donc, on va donc se demander aujourd'hui quel est le profil des personnes à l'origine donc, des contenus créatifs, de quelle façon les fans vont percevoir les représentations de genre qui sont émises par le Mediamed, donc la saga au préalable, pour nous intéresser enfin à la manière de se représenter, à leur propre manière de s'approprier et de se représenter les activités transmédiatiques et quels en sont pour eux et pour elles les bénéfices. Donc, pour cela, c'est à travers une étude quantitative qui a été diffusée en février 2020 auprès de 300 fans de nationalité française par le biais des réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, que nous pourrons donc dans un premier temps répondre à ces différentes interrogations. Et ensuite, c'est à travers une analyse de contenu qui porte cette fois-ci sur un corpus de 20 fanfictions qui ont été donc que j'ai étudié sur le site fanfiction.net. La temporalité, donc j'ai vraiment choisi entre 2012 et 2019, sachant que j'ai commencé mes analyses en 2019 pour que ce soit assez récent. Et il s'agissait donc de répondre grâce à cette analyse, de déterminer donc sous quelle forme et dans quelle mesure le travail créatif en réseau qui porte sur l'univers de J.K. Rowling permet de déconstruire sous quelle forme, bien sûr, il parvient à se déconstruire des attentes culturelles normatives qui sont présentes dans le média maître, mais aussi de se détourner des relations hétéronormatives qui sont seulement présentes dans la saga. Donc, en ce qui concerne l'étude quantitative, donc elle a été diffusée, comme je viens de le dire, sur le biais des réseaux sociaux. Donc, pour ça, j'ai intégré, pour pouvoir diffuser mon questionnaire, j'ai intégré des comptes fans privés. Et je me suis aussi servi donc du réseau social Twitter. Et là, j'ai pu être repartagée. Donc, mon étude a été repartagée sur des sites plutôt
populaires tels que le wiki Harry Potter ou le Potter Time, et des sites des comptes aussi plus minoritaires. Alors cela m'a permis donc de définir dans un premier temps l'identité des personnes qui apprécient ou créent des contenus transmédiatiques autour de la saga Harry Potter. On remarque alors que 87% des personnes ayant répondu à cette étude sont des femmes. Alors concernant leur catégorie socio-professionnelle, elles appartiennent à différentes classes sociales, avec en majorité donc des employés, mais c'est pas vraiment très important puisqu'elles ne représentent que 30% des publics, et des personnes suivant des études supérieures pour 28,4% d'entre elles. Mais on voit qu'il existe une grande dissonance entre l'identité réelle des publics et l'image que la saga semble renvoyer, puisque 99,4% des personnes interrogées affirment que cet univers est destiné aux femmes autant qu'aux hommes. Alors, lorsqu'on leur demande vraiment pourquoi cet univers leur semble mixte, c'est vraiment les expressions qui plaisent à tout le monde. C'est un univers qui présente des thématiques universelles qui va revenir le plus souvent. Les thématiques jugées universelles, on va citer l'amour, l'amitié, le combat contre le bien et le mal, ou encore une réflexion autour de sa mort et sa propre mort et celle de ses proches. Et pour certains et certaines, il y a vraiment cette capacité des romans de Rowling à avoir un public mixte, c'est par la présence de personnages héroïques du côté des femmes comme des hommes. Et on remarque aussi un autre type de réponse qui est assez intéressant et qui témoigne vraiment d'une évolution des mœurs du côté des publics, puisque de nombreux individus vont rejeter la question sur l'identité des publics, qu'ils vont trouver stéréotypée et injustifiée. Donc le questionnaire, j'ai eu certaines réponses, donc je cite « Il faut un sexe pour lire un livre » ou encore « Le fantastique n'a pas de sexe ». Alors donc cette différence entre l'identité des personnes ayant répondu à cette étude et la manière dont les fans de la saga Harry Potter sont perçus montre que si la saga Harry Potter touche un public mixte, ce sont plutôt les femmes qui vont s'emparer de façon amateur de ce contenu pour se le réapproprier et réécrire cet univers à leur manière. Donc, nous allons donc ensuite nous intéresser à la manière dont sont perçues les représentations de genre de la saga Harry Potter. Alors, il faut savoir que la saga Harry Potter comporte vraiment très majoritairement des personnages masculins, puisqu'on compte 183 personnages masculins contre seulement 90 personnages féminins. Toutefois, le personnage favori du public, selon mon sondage, reste Hermione Granger, tandis que le héros principal est seulement cité en 4e position des personnages favoris. Cependant, on remarque que si elle est valorisée au regard donc, de son ingéniosité, son courage, son héroïsme, et là il y a vraiment des tas d'éloges à son encontre, j'ai pu remarquer dans mon questionnaire, grâce à une autre question, que 46,6% des personnes affirment que la principale protagoniste féminine ne pourrait pas être le personnage principal de la saga, puisqu'elle est jugée trop en retrait, trop parfaite et trop réfléchie. A contrario, quand j'ai mis le personnage principal à côté du personnage féminin pour demander quelles étaient ses principales qualités, on m'a répondu son courage et son héroïsme, ce qui est assez stéréotypique. Pourtant, donc, il y a quand même une espèce de relation assez symétrique, puisque le personnage féminin est autant valorisé que le personnage masculin. Et il y a un autre type aussi de réponse qui revient dans des questions plutôt ouvertes, puisque pour les publics, les protagonistes n'adoptent pas nécessairement des attitudes binaires, mais possèdent plutôt des personnalités qui sont distinctes et correspondent à la personnalité de chaque personne, en montrant qu'on peut être qui on souhaite et avoir de la valeur sans être catégorisé dans les attributs liés à son sexe et aux représentations de genre. Alors les fanfictions sont quant à elles écrites donc par des femmes, comme je disais, et elles donnent alors la possibilité pour les femmes d'introduire leur propre subjectivité et d'élargir la matrice des identités fictives qui leur sont associées. Elles vont proposer alors une vision alternative à celle véhiculée par les médias de masse, et 35,9% des publics mentionnent alors apprécier les contenus créatifs car ils permettent aux femmes, mais aussi aux minorités sexuelles ou ethniques, d'acquérir davantage d'importance et de trouver véritablement leur place au sein de cet univers de fantasy qui leur en donne pourtant si peu. À côté de cela, 38,2% des fans vont apprécier vraiment les contenus transmédiatiques car ils permettent de se focaliser sur des intérêts plutôt personnels des publics et aussi sur des thèmes parfois plus difficiles
tels que les problèmes de drogue, le rapport au suicide, etc. Donc, dans un deuxième temps, maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque je vous ai un petit peu présenté vraiment pourquoi vraiment les publics avaient besoin d'avoir ce recours à la fanfiction et qui est à l'origine, bien sûr, qui sont les personnes à l'origine de ces fanfictions. Donc, concernant maintenant mes analyses de contenu, donc je le rappelle, elles portent sur une vingtaine de fanfictions qui ont été postées donc, entre 2012 et 2019 sur le site fanfiction.net. Le but était d'identifier quels sont les rôles, les actions et les thématiques qui sont associés aux personnages féminins et masculins au sein de ces mondes portant sur des personnages fictifs de fantasy. Donc, l'objectif était de mettre en exergue si les contenus amateurs permettent de proposer une vision plutôt alternative au goût ainsi qu'aux idéologies dominantes qu'on va plutôt voir dans les médias de masse et qu'on retrouve bien sûr dans la saga Harry Potter. Donc pour répondre à cela, j'ai analysé les fanfictions portant sur les 4 protagonistes les plus cités dans le genre littéraire le plus populaire, à savoir celui de la romance. Les romances sont les plus populaires, bien sûr, dans les sites français de fanfiction. Donc, elles portent en premier lieu sur donc, les 4 personnages les plus populaires. En premier lieu, donc, c'est Harry Potter. Ensuite, c'est Drago Malfoy. Ensuite, Severus Rogue, pour finir par le personnage principal féminin, Hermione Granger. Donc là, il m'est apparu très rapidement que ces productions reposent tout de même sur des caractéristiques qui sont itératives et standardisées, elles aussi, par les communautés, mais elles proposent toutefois une réappropriation de cet univers qui viennent élargir les possibilités du récit proposé par Rowling. On retrouve alors des fanfictions dans lesquelles les personnages principaux sont majoritairement des hommes, qui entretiennent des relations amoureuses homosexuelles. Si Harry conserve son statut de héros dans un univers qui est assez similaire à celui inventé par J.K. Rowling, le combat contre Voldemort n'est plus du tout au centre du récit. Les thématiques principales sont plutôt l'expression des sentiments au sein de relations tumultueuses et plus particulièrement la notion de plaisir lors de rapports sexuels qui sont particulièrement explicites et détaillés dans le corps du texte. Donc les auteurs et les autrices vont reformuler les couples du médiamètre en se basant sur l'animosité du héros. Avec 2 autres personnages, on retrouve de manière assez récurrente le professeur Rogue ou encore le camarade de Harry Potter, Drago Malfoy, pour reprendre en fait la leitmotiv des sentiments ambigus envers 2 ennemis. Donc ces contenus amateurs qui mêlent réappropriation et créativité présentent plusieurs caractéristiques communes autour desquelles nous allons amener notre réflexion. Alors, en premier lieu, il s'agit de récits érotiques entre hommes, puisque si la culture dominante va imposer un regard masculin hétérosexuel sur le monde, et surtout dans le milieu cinématographique, comme on en a parlé hier, les femmes peuvent être souvent représentées comme des objets sexuels et des objets de désir passif, tandis que les fanfictions vont enrichir la représentation à leur égard, en enrichissant donc d'une même façon l'espace littéraire, et détourner la persistance des industries culturelles sur les fantasmes masculins. Donc les femmes qui sont majoritairement à l'origine de ces récits vont introduire un female gaze, donc le terme qui a été théorisé par la critique et réalisatrice Laura Mulvey dans son essai Visuel et cinéma narratif, va désigner, donc moi je vais l'utiliser vraiment du côté plutôt érotique, contrairement à ce qui a été fait hier. Enfin moi c'est vraiment de ce point de vue-là que je l'avais perçu initialement. Ça va désigner le regard féminin sur les hommes en tant qu'objet de désir. Donc en fait, on va vraiment inverser ce qui se fait dans la culture médiatique. Donc les productions amateurs vont réifier le corps masculin à travers des descriptions qui vont s'attarder sur chaque partie de leur corps. Les fanfictions sont réellement sans limite ni censure et vont comporter de nombreux détails donc, sur les pratiques sexuelles des personnages masculins, sur la manière dont ils s'embrassent, dont ils se touchent, tout en mettant l'accent sur ce que cela leur procure. C'est vraiment, ça fait partie de l'intégralité vraiment de l'histoire. C'est centré sur les sentiments et le ressenti lors des rapports sexuels. Donc l'univers magique de Rowling, où il est là-dedans, bien sûr, on se demande, il reste quand même central on va toujours garder cet univers, la personnalité des personnages, le monde dans lequel il est. On retrouve aussi les personnages qui sont souvent à l'école Poudlard, donc comme dans le récit. Et le monde magique et la magie elle-même va servir parfois donc ces jeux érotiques. On va retrouver par exemple des sortilèges qui sont inventés par les fans pour augmenter le plaisir de son partenaire ou créer des objets qui servent lors des relations sexuelles. Donc un autre élément important aussi que j'ai pu souligner, c'est la domination.
on va voir un bouleversement des valeurs de chasteté du médiamètre pour mettre au centre du récit donc la notion de plaisir qui va s'entrecroiser à de nombreuses reprises avec des jeux de domination entre les protagonistes. On va voir de manière récurrente des attitudes de soumission qui viennent de la part du héros qui va se plier aux volontés sexuelles de ses partenaires. Et on remarque également que les relations asymétriques vont dépasser vraiment la sphère intime et vont interférer sur les relations humaines en fait au sein des couples. Donc ces romances vont reposer sur des couples dans lesquels on retrouve souvent un homme autoritaire, sûr de lui et parfois cruel. Donc ce rôle est souvent détenu par Rogue ou Drago. Et de l'autre côté, Harry Potter, qui souvent, en vertu de ses sentiments envers son partenaire, se montre prêt à subir de nombreuses formes de manque de respect, telles que la manière dont on va s'adresser à lui. Donc, cet aspect montre qu'il existe d'une certaine façon une reproduction des rapports de genre, puisque les personnages dominés adoptent des personnalités qui sont associées aux aspects culturels féminins. Ils sont sentimentaux, réfléchis, altruistes. Et les dominants ont des attitudes liées aux caractéristiques souvent de la masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique, donc ils sont impulsifs, arrogants et sûrs d'eux-mêmes. Donc le terme, ça a été théorisé par Raewyn Connell, donc une sociologue, dans son ouvrage Masculinity, qui dit qu'en fait, c'est celle que tous les hommes cherchent à atteindre. Donc, quand on dit dans la fameuse phrase « soit un homme », c'est la seule qui est vraiment c'est la masculinité à atteindre, en fait, socialement. Cette relation hiérarchisante aussi au sein des couples va avoir aussi une autre justification, à mon sens, c'est qu'on voit souvent la relation professeur-élève. Donc, le personnage dominant va être bien sûr le professeur et le dominé l'élève. Et il y a une autre justification aussi de cette domination, c'est qu'on peut peut-être aussi y voir le succès de la saga Fifty Shades of Grey. Donc, c'est une trilogie dont le premier tome est paru en 2011, qui pourrait peut-être toujours inspirer et faire rêver les publics, puisque je le rappelle, c'est aussi une romance érotique qui est centrée sur des relations de domination au sein du couple principal, et qui a été aussi publié sous forme de fanfiction par son auteur E.L. James. Ensuite, on assiste aussi à un élément intéressant, c'est une déconstruction donc, de l'hétéronormativité, puisque si le médiamètre se caractérise par des invariants dominants, tels que donc, l'hétérosexualité et la monogamie, donc à contrario, les fanfictions vont promouvoir une grande liberté concernant le choix de ses partenaires et donner davantage de pouvoir aux minorités sexuelles. On remarque que dans tous les textes du corpus que j'ai pu analyser, que les personnages principaux entretiennent souvent ou presque tout le temps une relation homosexuelle, ou bien des personnages secondaires vont aussi avoir une relation homosexuelle entre hommes. Et cela donc semble faire partie de la norme. Cela ne remet jamais en cause la virilité des personnages. Et ils n'ont pas non plus à justifier leurs préférences sexuelles auprès de leur entourage. On n'a pas vraiment la thématique du coming out, donc devoir justifier ses préférences sexuelles auprès de son entourage. Donc les fanfictions vont enfin donc déconstruire les représentations du couple traditionnel femme-homme pour y instaurer une grande liberté concernant la manière de vivre ses relations amoureuses. On remarque aussi par exemple qu'il y a de nombreuses productions dans lesquelles les protagonistes vont former un couple à trois et sans que cela choque ou qu'on ait besoin de justifier en fait, ou de mettre vraiment une étiquette sur son couple. Donc enfin, donc on est sur une mutation de l'identité masculine, puisque si la culture de masse ainsi que de nombreux courants de pensée va faire persister l'idée selon laquelle il existerait une masculinité authentique, dont les représentations ont imprégné toute la culture occidentale, cet idéal masculin moderne qui est marqué par certaines caractéristiques qu'on connaît toutes, tous, c'est l'honneur, le courage, la force. C'est de nombreuses vertus qu'on répète sans cesse à travers l'éducation, dans les médias, et qui sont assez performatives et vont être importantes en fait pour la construction de l'identité masculine. Et les fanfictions vont quant à elles être centrées sur des histoires d'amour et d'amitié et renverser donc ce modèle identitaire pour renouveler les thématiques qui sont liées au personnage masculin. Les hommes vont adopter, et c'est ça qui est intéressant, des traits de personnalité qui sont associés aux attentes sociales et culturelles féminines. On retrouve le héros principal souvent dépassé par ses émotions, il est très émotif, il culpabilise, se remet en question et surtout il va pleurer à de nombreuses reprises sans que cela soit justifié par la mort d'un protagoniste tel qu'on peut le voir dans le médiamètre. Son aspect physique aussi peut être également féminisé, tel que dans la fanfiction d'une de mon corpus qui se nomme Dromy Potter, dans laquelle Harry Potter va porter les cheveux longs, ce qui n'est pas le cas dans le médiamètre, et la manière dont il va les coiffer va être l'objet de nombreuses descriptions. On va remarquer aussi une volonté d'humaniser les personnages les plus autoritaires et arrogants, tel que c'est le cas pour l'élève ennemi de Harry Potter, Drago Malfoy.
Mais il apparaît aussi, on va voir en fait ce personnage qui est assez diabolisé dans les romans de Rowling. On va excuser en fait son comportement en justifiant en fait par son entourage familial assez nocif et le rendre plus amical. Et de la même manière, si le professeur Rogue est craint en fait par de nombreux personnages au sein de la saga et va humilier le héros, on va s'attarder sur sa vie privée, sur ses sentiments, de manière aussi à l'humaniser. Et les fanfictions vont aussi lui donner le rôle de père de famille. Donc vraiment, on va déconstruire son rôle de personnage froid et inhumain qui n'a pas de vie privée. Donc bien sûr, dans tout ça, j'ai beaucoup parlé des hommes, mais donc on voit donc on va revisiter le masculin, mais on peut se demander bien sûr comment sont représentées les femmes, même si elles sont en fait, ce qui est le plus visible, c'est leur manque de visibilité, en tout cas au sein des fanfictions de romances que j'ai pu analyser. Elles occupent souvent des rôles secondaires et parfois, elles sont seulement mentionnées au sein de conversations entre hommes et n'apparaissent pas dans le corps de la fiction. Lorsqu'elles sont présentes, elles sont souvent associées à des rôles stéréotypiques, tels que celui de mère de famille, de victime. Et lorsqu'elles ont un rôle plus important au sein de la fiction, on va souvent les associer à leur folie. C'est donc un terme vraiment très stéréotypique et dévalorisant pour les femmes, qui va disqualifier leur perception, leur action et aussi leurs émotions. Ensuite, on remarque aussi que l'une des fanfictions que j'ai pu analyser fait participer Hermione Granger à un concours de beauté, Miss France version Poudlard en quelque sorte, ce qui est en inadéquation totale avec son rôle d'élève érudit qui ne se soucie pas réellement de son apparence physique. Les qualités donc intrinsèques de ce personnage féminin vont se retrouver assez minimisées et elle est souvent seulement elle va être une confidente dévouée auprès du héros, elle ne va pas exister réellement par elle-même. Cependant, il est à noter vraiment, et c'est très intéressant aussi, que les pratiques créatives vont érotiser les hommes, mais à contrario, les personnages féminins ne prennent jamais part aux descriptions d'ordre sexuel. Les récits dans lesquels elles possèdent des rôles principaux ne portent pas seulement sur des histoires d'amour, mais sont plutôt liés à des intrigues complexes de cet univers magique. Après, bien sûr, il y aurait une réflexion plus profonde à avoir là-dessus. Bon, moi, c'est vrai que je suis aussi tenue par le temps et en même temps, mes recherches sont en cours. Mais c'est en tout cas intéressant de constater cela. Oui, donc les fanfictions restent influencées par des attentes culturelles normatives. Les contenus créatifs vont conserver à de nombreuses reprises, par exemple, la notion d'achèvement au sens classique de la pensée hétéronormative, puisque les fins heureuses sont synonymes de mariage, d'installation dans une grande maison et de parentalité. Et de manière générale, donc la phrase soit un homme, donc correspondre à son identité de genre, reste assez important. Je conclus maintenant. Donc les récits amateurs ne sont pas ouvertement politiques et la libération donc, de l'autorité de l'auteur va de pair avec l'imposition de nouveaux critères qui vont émaner cette fois des publics. Mais les fanfictions m'ont aussi montré l'incapacité du marché à fournir des contenus qui correspondent à la flexibilité et à la gamme des désirs toujours en mouvement du public. De ce fait, donc, si les médias vont proposer généralement une vision donc globalisée, synthétisée de la nature humaine, les fanfictions vont permettre d'escamoter la genration, donc, qui, je le rappelle, selon Éric Massé, désigne la transformation des corps sexués en une somme d'attributs, d'attentes et de comportements restrictifs. Donc, ces contenus vont renverser majoritairement les codes normatifs par la présence de protagonistes de sexe masculin, dont les attentes et les thématiques qui leur sont associées sont celles reliées aux normes sociales et culturelles de féminité. Les femmes ont trouvé aussi à travers l'écriture et la lecture de fanfiction un espace dans lequel elles sont ni jugées ni dévalorisées et peuvent même acquérir une certaine notoriété. Et elles vont aussi donc participer à défiger les stéréotypes du médiamètre pour valoriser la culture avec laquelle elles ont été familiarisées par la socialisation de genre, le milieu culturel, le professionnel ou les médias, tout en mettant leurs fantasmes au centre de leurs préoccupations narratives. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et désolée d'avoir été aussi longue.